Voici une émission produite par la télévision communautaire du Kamouraska. Saviez-vous que la meunerie de groupe Dinaco récupère les contenants de pesticides vides des agriculteurs? Plusieurs centaines de contenants sont récupérés chaque année. Ils sont nettoyés et acheminés vers un centre de recyclage spécialisé pour être réutilisés. Quoi tu fais, Cathy? Ben, je parle au chat. Ben oui. Ben oui. Il est pas jasant, hein? Non, hein? Ben, il nous comprend. Hein? Au C'est sûr. moins. Bon, ouais, c'est ça. Bienvenue à l'émission Le Pied Ferme. Cette semaine, nous parlons chevaux. Nous serons les invités de Jacques Mercier qui fait la production de chevaux de course et de M. Lucien Bourgoin qui fait la production de chevaux de trait. Et on se retrouve pour le test et essai ici même à la ferme école La Poquita de l'ITA Campus La Pocatière avec une étudiante en technique équine. Bonne émission! Ici, j'ai commencé à garder des chevaux en 92. C'était une ferme qui faisait de l'élevage de bovins. Fait que moi, j'ai transformé ça en écurie. C'est un vieux rêve que j'avais, là. Puis, je m'étais acheté quelques juments poulinières. Puis, on a commencé à dresser ça tranquillement, pas vite, là. Puis, aujourd'hui, le cheptel est rendu à 25 chevaux. Et là, vous avez des chevaux de course, c'est pas des chevaux d'équitation, c'est vraiment, sont entraînés pour courir. Comment ça se passe justement l'élevage de chevaux de course comme ça fonctionne comment? Premièrement, là, dans les courses, là, c'est des chevaux enregistrés, c'est du standardbred seulement. Il y a deux catégories de chevaux, il y a des ambleurs et des trotteurs. Moi, ici, j'ai seulement que des ambleurs. Puis, on élève nos poulains, on les entraîne à partir de l'âge d'1 an et demi. On les entraîne pendant presque 1 an pour pouvoir les mettre en course vers le mois de juillet ou de leurs 2 ans. Puis à ce moment-là, là, à 2 ans, on les fait courser, mais pas énormément. C'est pour évaluer leur qualité comme athlète. Si ça s'avère être des athlètes là, intéressants, là, à ce moment-là, on peut penser à faire justement une carrière de cheval de course. Si le cheval a des problèmes physiques ou il manque de talent, à ce moment-là, on va plutôt transférer sa vocation en cheval de voiture ou cheval d'équitation, tout simplement. Ça veut dire qu'ici, on garde les meilleurs. Et à quoi ressemblent les entraînements que vous faites faire à vos chevaux? L'entraînement, on commence au début de la saison, là, ils sont attelés 6 jours sur 7, puis on commence à un millage environ 2000 par jour, puis on augmente graduellement selon la forme physique du cheval, puis les conditions de température qu'on peut rencontrer aussi, là. Pour en venir, là, rendu au printemps, là, après 4 mois un bon 4 mois d'entraînement, là, on commence à faire ce qu'on appelle des travails, là, à donner de la vitesse à notre cheval. Parce que là, le cheval a eu de l'éducation, là. C'est-à-dire qu'il sait qu'est-ce que c'est que l'entraînement, il est en forme physique. Là, on commence à lui donner un petit peu de vitesse. En réalité, là, c'est le début de sa carrière là, qui commence. Fait que, là, on fait ça avec un chronomètre, puis toute la piste est chronométrée au quart de mille, puis là, on descend ça là, à la seconde près, là, régulièrement. Puis toujours jusqu'à en venir à un temps de course. Lorsqu'on est rendu là, à un temps où on pense que notre cheval peut se classer en course, là, on va se présenter dans un hippodrome professionnel, puis là, on va le qualifier, puis ensuite, là, on va se mettre à courser tranquillement. Jusqu'à quel âge qu'ils peuvent courser habituellement en général? Oh! Légalement, sur les pistes, on a le droit de les courser jusqu'à l'âge de 14 ans. OK. Sauf que dans la pratique, c'est très, très rare qu'on va voir un cheval qui va dépasser 6-7 ans en course. À cause des blessures? À cause des blessures, c'est ça. Parce que vous, en fait, vous vivez des bourses que vos chevaux remportent. C'est Oui, bien ça? oui. Moi, si OK. mon cheval ne gagne rien, à ce moment-là, je reviens prendre soirée. Même si j'ai été coursé à Montréal, je reviens bredouille avec rien dans mon portefeuille. C'est ça. Fait que le cheval, il faut qu'il gagne. Puis le conducteur qui est assis sur le siège, il est là pour gagner.
Ça fait que le cheval, il faut qu'il soit en super condition physique, parce que c'est des athlètes. C'est vrai, il faut qu'ils sortent le maximum qu'ils en sortir. Là. Ça, je trouve ça dur parce que toute la semaine, on va flatter nos chevaux, puis on leur donne tous les soins. Puis là, on arrive en course. À un moment donné, là, le cheval va se faire brosser un peu fort. Puis on sait qu'il sort 200 de ce qu'il était capable de sortir. Ça, c'est le côté que j'aime le moins dans le volet des courses. Par contre, quand tu as un bon cheval et qu'il va bien, on oublie ça parce que le plaisir prend le dessus. On remet les guides au conducteur peut-être 1 minute avant le départ. Là, c'est le gros stress. Là. Chaque cheval a sa personnalité? Oui, oui, chaque cheval a sa personnalité. Puis, ce qui est beau dans ce domaine-là, c'est de savoir travailler avec chaque cheval. Venez-vous-en, les filles! Venez-vous-en! Ah, OK. Hein? Simez-vous? Ouais, moi, je dirais, là... Lisa! Est-ce que c'est vous qui coursez? Non, moi, je ne conduis pas sur une piste professionnelle. C'est préférable de laisser conduire des conducteurs professionnels, que les autres font ça régulièrement. C'est des Jacques Villeneuve, ceux-là. Là. Fait que ces gens-là vont s'asseoir en arrière d'un cheval, puis c'est comme s'ils l'avaient toujours conduit. C'est vraiment des professionnels. Puis j'aurais pas avantage à conduire mon cheval, même si j'avais le meilleur de la course, je finirais dernier. Parce que j'ai pas la fraction de seconde de réflexe. Parce que les autres sont toujours là-dedans à une vitesse extrême. Moi, je suis habitué de travailler avec mes chevaux, mais à une vitesse plus lente un peu à l'entraînement. Tandis que les autres, puis ils se connaissent tous, puis c'est vraiment des spécialistes, les gars. Mais justement, est-ce que le cheval, votre cheval, est-ce qu'il sait que c'est un étranger qui est en arrière de lui? Non. Non, ça ne change rien pour lui. Oui et non. Je te dirais, en général, non. Par contre, j'ai eu des chevaux que quand je les conduisais à moi-même, ils étaient bien paresseux. Je les mettais dans le main des conducteurs, puis le cheval allait gagner. OK. Ça fait que c'est difficile à évaluer. Ça dépend du cheval. OK. En terminant, qu'est-ce que vous voyez pour l'avenir de votre entreprise, de votre élevage? Vous voyez où dans les prochaines années? Oh, dans les prochaines années, on espère que ça va s'améliorer parce que là, on est dans le creux de la vague. Là. OK. On ne peut pas être plus bas qu'on est là. L'élevage au Québec, je pense que le cheptel de juments poulinières a coupé plus que de moitié. Les pistes fonctionnent à peu près pas. On n'a pas de bourse. Mais là, tout est en reconstruction. C'est passé au domaine privé. Puis ils font énormément d'améliorations dans les hippodromes. Pour les mois à venir, qu'on nous dit, si les bourses s'améliorent, puis s'ils réalisent ce qu'ils nous ont dit, je prévois, moi, qu'on va venir avoir du bon temps. Mais si ça ne se réalise pas, ça ne sera pas long, dans 4-5 ans. Il n'y aura même plus d'hippodrome au Québec. OK. Contrairement à l'Ontario, il y a au-delà de 20 pistes de course, où OK. c'est florissant. Et vous, allez-vous continuer l'élevage de chevaux quand même? Une autre sorte d'élevage? Non, moi, si ça ne s'améliore pas, je me suis donné encore 1 an. Okay. Si ça ne s'améliore pas, je délaisse les chevaux de course. Puis, on va toujours avoir un cheval ou deux ici de mes rejetons que je vais garder pour faire de l'équitation, de la voiture. Mais on va être obligé, on ne peut pas supporter un cheptel de chevaux de même, c'est trop dispendieux. Ouais. En médecine vétérinaire, la prévention constitue l'un des aspects les plus importants de la profession. Une prévention adéquate permet en effet de protéger le troupeau, de minimiser la fréquence des soins et de réduire les pertes. En utilisant des systèmes sophistiqués d'analyse et de stratégie, le médecin vétérinaire est en mesure de fournir des rapports précis sur la régie et les problèmes de santé. Il peut conseiller l'exploitant agricole et l'orienter vers la solution la plus économique et la plus appropriée au contexte de l'exploitation. Les médecins vétérinaires spécialisés en médecine équine se retrouvent bien souvent dans les centres d'équitation, dans les centres d'élevage et sur les pistes de course. Dans les centres équestres, le praticien intervient dans les domaines de la régie de l'élevage, de la médecine préventive et de la sélection génétique. Tout comme pour les animaux de ferme, la médecine équine peut être une médecine de groupe, surtout dans les élevages. Mais en raison de la valeur élevée de l'animal, il n'est pas rare de traiter un nombre restreint de sujets à la fois.
D'ailleurs, si la médecine équine se situe généralement à l'avant-garde des divers développements technologiques, c'est en partie à raison de la valeur élevée qu'atteignent certains spécimens. Pour la grande majorité des gens, le soin des chevaux rime probablement avec traitement orthopédique. Les problèmes locomoteurs viennent en tête de liste des interventions pratiquées sur les chevaux, suivis de près par les problèmes respiratoires. Lors des compétitions, les chevaux de course et de spectacle fournissent un effort maximum et soutenu, et comme tous les athlètes soumis à un stress physique, ils ne sont pas à l'abri des accidents et du surmenage. Dans le contexte québécois, il n'est pas rare de trouver des élevages comptant plusieurs milliers de spécimens. Dans de telles conditions, il est à la fois plus pratique et plus avantageux de soigner une population dans son ensemble que des individus. L'aspect préventif occupe donc une part importante du processus d'intervention. Sur place, le médecin vétérinaire procède régulièrement à des inspections de santé. Il récolte également des échantillons qu'il fait ensuite analyser. Le médecin vétérinaire dispose d'une panoplie complète d'outils de gestion modernes et parfaitement adaptés à ses besoins. En exerçant une surveillance médicale sur les animaux d'élevage, en favorisant la croissance des troupeaux et en limitant les pertes, le médecin vétérinaire a une incidence favorable sur le rendement économique de sa région. Parce que ça, c'est des chevaux qui tirent des charges. Oui. Pourquoi vous avez choisi cette Ben, c'est parce production-là? que j'ai toujours aimé les chevaux, puis là, ben, c'était pour aller dans le bois avec ça, m'amuser avec ça. C'est pour ça que j'ai été dans le cheval de trait. OK. De quelle façon qu'on s'occupe d'un cheval comme ça? Parce que j'imagine que les soins, ça prend Est-ce que ça prend un entraînement pour ces chevaux-là? Oui, ça prend un entraînement sûrement, et que, comme là, les autres, là, ça n'a pas travaillé de l'été. Si vous mettez ça sur une grosse charge, là, ça ira pas loin. Là, ça va, même si un cheval veut bien, là, à un moment donné, il manque des capacités. Là, il n'y a pas d'entraînement. Là, puis, quand j'ai parti ça, par exemple, j'ai hésité avec le Canadien puis le Percheron. OK. J'aimais le Canadien aussi, mais Chaudier du bois, ben, je trouvais que ça faisait pas la tine bien grosse en avant de la pire de ski. C'est pour ça que j'ai été dans le Percheron. Parce que dans le Canadien, ben, ça se vendrait plus pour les petits, c'est parce que ça fait de la selle, puis le cheval de trait aussi. Là. OK. Puis c'est à partir de quel âge que vous pouvez commencer à les faire tirer? Ah, ben, vous pouvez acheter ça à 1 an et demi si vous voulez, mais là, vous pouvez pas mettre le gros charge. Mais plus que vous les domptez jeunes, plus qu'ils vont comprendre mieux. Si vous domptez un cheval qui est rendu à 7-8 ans et qui a jamais eu la bride dans la tête, là, il y en a qui sont plus durs un peu. Là. Fait que plus que tu commences jeune. Mais pour travailler, là, pour tirer là, à 3 ans, ça tire. OK. Puis ça tire des charges de combien de livres à peu près? Ah, ça peut aller jusqu'à. Prenez l'hiver, c'est dans le bois avec un bon chemin. Là, un cheval tire une corde de bois. Là. Une corde de bois, ça paye 3500 à 4000 livres, ça dépend de la sorte du bois. Là. Vu que c'est des chevaux de trait, est-ce que ça mange quelque chose de particulier Non, pour non, développer plus de muscles, non? Du foin puis de la ouenne. Mais un cheval qui travaille, c'est de la ouenne. Si OK. vous soignez un cheval à mouler, il va avoir la jambe molle un peu. OK. Est-ce que c'est n'importe qui pourrait avoir une production comme ça? Oui, Oui? oui. Faut vous aimer ça. Si vous- peu importe la production, moi j'ai toujours dit, peu importe la production, si tu n'aimes pas la production que tu fais, quand tu fais ton métier de reculon, là, comme on dit, là, tu ne peux pas donner un bon rendement. Viens-t'en! Viens-t'en, viens! Viens-t'en, viens! Viens-t'en! Viens-t'en, viens! Viens-t'en, viens! Viens-t'en, viens! Viens-t'en, viens! Viens-t'en, viens! Puis est-ce que vous avez l'intention d'agrandir un peu le troupeau? Non, non, je vais rester à peu près à ça, le 4, 5. Quand ils sont en gestation, ils ne peuvent plus travailler. Oui, oui. je peux travailler. Elles peuvent tirer quand même, les juments, même si elles sont enceintes? OK. Ben, faut pas qu'un gars soit trop dur à ça, là, mais parce que si, mettons, vous allez dans le bois et qu'elle est enceinte, là, des fois, ça peut tomber, une affaire de même, de mettre Ah, à ouais. plein arbre. Vous êtes un producteur justement de chevaux de trait. Est-ce que c'est rare ici dans la région? Ah, dans la région, ici, les chevaux de trait? Oui. Non, disons qu'il y en a beaucoup. Ici, dans Parois, il y en a 2, 3, 4 avec moi, là. Mais dans le Percheron, ici, Saint-Antonin, je suis tout seul, puis Saint-Arsène, qui en a un, qui en a quelques-unes, là, mais le Percheron, dans les alentours ici, c'est assez rare. Quand les animaux ils tirent, est-ce qu'il y a des blessures qui peuvent survenir? Oui, des fois, qui peut arriver, oui. Ah ouais, c'est quoi les blessures les plus fréquentes? Bien, si vous prenez l'hiver, s'il y a de la glace, un cheval peut glisser puis se faire mal. S'il cogne une patte après le bord de la clé, une affaire de même, là. Puis si t'es pas bien attelé, ben, tu peux y blesser aux épaules.
Mais ça ne m'est jamais arrivé de dire les blessés d'une patte, là, Ah non? qui est tombé. Non. Est-ce que c'est têtu ou est-ce que c'est docile? Ben, c'est. En général, c'est assez docile, mais vous en avez qui sont plus durs que d'autres, là. Parce que la stature que ça a, la grosseur qu'ils ont sont impressionnants. Donc, si ça décide que ça revire de basse, Oui, c'est. on n'est pas gros, là. Par les coups, là, si un joueur ne veut pas s'arrêter, là, il n'y a pas d'emboliner. Il faut que ça là, puis ça a le coup raide, là. C'est pour ça que c'est mieux de commencer très Ouais, plus tôt c'est avec, commencer jeune, pour les ouais. gâter, pour Ouais, c'est ça. leur Pour les montrer que... apprivoiser. Oui, ouais. Puis si vous le gâtez, là, avec des gâteries comme tantôt que vous avez fait donner de Papa Maman, donner du sucre, là, ça, c'est. Ils prennent confiance à son maître, là, puis- Ta mère est partie. Elle est partie dehors. Va-t'en! Viens-tu? Bec maillot. Vas-y. Elle va chercher sa mère, là. Puis est-ce que des fois, il y a de la chamaille un peu, justement, avec les juments, puis l'étalon qui est là? Un petit peu, mais pas beaucoup, là. Mais vous avez des chevaux, à un moment donné, qui ne s'accordent pas avec les autres. Mais moi, ici, j'étais chanceux, là, ils s'accordent tous, là. Puis ça vit combien de temps? Ça dépend. Ici, on a déjà eu un là, il a vécu jusqu'à l'âge de 22, 23 ans. Puis il y en a, ça joue à 28, 25, 20. Puis est-ce que vous, ça vous est déjà arrivé de vous faire blesser par un cheval? Non. Non? Non. J'ai été chanceux, ça ne m'est jamais arrivé. Jamais. C'est une formation, premièrement, qui dure 2 ans et demi, avec 2 stages estivaux. Puis c'est une formation qui mène à la capacité d'exercer différents métiers, soit palefrenier, gérant de santé équestre, centre d'entraînement, entraîneur, instructeur et cadre en tourisme équestre. Fait que dans le fond, toute la formation est axée sur ces différents métiers-là. Il y a 4 programmes ici, 4 voies de sortie. Il y a randonnée équestre, western, classique et course attelée. Donc, les races vont en fonction des disciplines. Alors, on retrouve toutes sortes de races, particulièrement en 3e année, quand là, on a affaire à un cours de débourrage. Fait que là, il peut y avoir des Canadiens, il peut y avoir du quarter horse, il peut y avoir du peintre, il peut y avoir des arabes. C'est quoi le débourrage? Débourrage, c'est le moment où l'élève apprend à dresser un cheval, dans le fond, dans un sens plus simple, c'est dresser un cheval. Puis, évidemment, en course attelée, c'est des standardbred qu'on appelle. Donc, ils peuvent être trotteurs ou ambleurs. Fait que c'est complètement différent là, comme discipline. Fait que c'est ça, on a ces 4 disciplines-là. Et les élèves doivent choisir une des 4 disciplines. OK. Et est-ce que ça arrive des fois que les chevaux ils ont des blessures ou même les étudiants, les étudiantes, est-ce qu'il y a des blessures? Oui, malheureusement. Ça fait partie du métier. Je pense que c'est pas un métier. Les élèves, ils savent très bien dans quoi ils s'embarquent. Puis, dès qu'on fait affaire avec des animaux, on prend des risques. Les animaux eux-mêmes sont souvent blessés, malheureusement. Ça peut être d'une petite plaie à une fracture, des choses comme ça, des coliques, c'est fréquent chez les chevaux. Puis les élèves, bien, c'est ça, on est en formation, puis des fois, les élèves tombent. Des fois, il y a des chutes plus graves que d'autres. Il y a parfois des fractures, mais je pense que tout le monde, quand on est conscient qu'on est dans les chevaux, c'est des risques calculés. Les élèves doivent apprendre à traiter les blessures, soigner les chevaux. À l'intérieur du cours, ils apprennent ça, puis c'est eux qui mettent en application. Les élèves doivent apprendre à entretenir une écurie. Il y a donc des profs qui gèrent ça. Ensuite, les élèves le font. Fait que dans le fond, toutes les activités ici sont reliées de près ou de loin à un cours. Et les élèves, il y a vraiment des paliers super importants. En première année, l'élève apprend. Il reçoit les connaissances. En 2e année, il assimile. Puis en 3e année, c'est les élèves de 3e année qui apprennent aussi à gérer. Donc, c'est eux autres qui ont sous leur responsabilité les élèves de 2e et 1re année. Est-ce que le cheval a de la difficulté à s'adapter aux étudiants? Le cheval, non, c'est l'élève, souvent. OK. Le cheval, il s'adapte. Lui, là, il n'est pas compliqué. C'est l'élève qui doit apprendre à s'adapter à chaque cheval. Comment ça fonctionne? C'est que chaque élève est responsable au moins un cheval, mais pas pour la monte ou l'entraînement en course. C'est sa responsabilité au niveau de la mise en liberté, au niveau des soins de base, le toilettage, tout ça. Mais ensuite, pour que l'élève apprenne le mieux possible, il va souvent être en rotation. Donc, il va monter une dizaine de chevaux. Il n'en montera pas juste un. Il va entraîner plusieurs chevaux aussi. Fait que les chevaux, ils utilisent, dans le fond, ils sont utilisés à différentes fins. Mais c'est ça, il faut bien comprendre que les chevaux, eux autres, là, eux autres sont pas compliqués. C'est nous, les humains, qui rendons des fois la chose compliquée. Ouais. Puis c'est ça, c'est les élèves à s'adapter. C'est ça qu'ils doivent apprendre.
Le cheval possède une ouïe très fine, capable d'identifier une souris dans la paille à 100 mètres ou de distinguer des sons dont l'intensité ne varie que d'un seul décibel. Il perçoit des sons sur une plage de 6 à 33 500 Hz, ce qui lui permet de ressentir les tremblements de terre ou de percevoir des ultrasons. Est-ce que ça le dérange, lui, de se faire sceller habituellement? Est-ce que c'est dur pour eux? Non, c'est pas tellement dur, mais ce qui les dérange le plus habituellement, c'est de sangler. Lorsqu'on serre la sangle avec la selle, c'est ça qui les dérange un petit peu plus. Mais sont parce faits que là, pour ça, veut sont pas, habitués aussi. c'est ça, veut pas, ça leur serre le ventre. Fait que c'est un petit peu inconfortable pour eux. On essaie de garder le sous-tapis égal de chaque côté. Donc, on veut la même distance ici que l'autre côté. On le veut pas croche comme ça. On le garde bien droit. Wow. Et on va essayer d'aller le porter à mi-épaule. L'épaule, c'est ça ici. Donc, à la moitié de l'épaule, le début du sous-tapis. Ensuite, le gros tapis. C'est ça. Il y a 3 morceaux de cuir ici. Ah, OK. Celui-là qui est en avant, sur le bout, sur le bout long, il va en avant. Il y en a un de chaque côté. OK. Fait que ça, c'est pas compliqué, tu peux pas te tromper. C'est ça. Mais en fait, on peut se tromper parce que des fois, ils n'en ont pas. Ah, OK, OK. Fait qu'on y va avec le pif. OK. On va aller le mettre sur son dos. Même chose. On essaie que ça soit égal. On va le porter à mi-épaule. Au besoin, on avance le tout. On essaie aussi, si le sous-tapis sort ici puis il ne sort pas en avant, on essaie d'avoir la même distance. Tu sais, que ça soit vraiment égal. Et même chose, si le sous-tapis sort de ce côté-ci, il faudrait qu'il sorte de l'autre côté aussi. OK. Alors, on peut toujours aller vérifier aussi de l'autre côté, mais là, je suis pas mal sûre de mes affaires. Ça fait fouetter. Ouais. La selle, la lourde selle. Oui, parce que ça doit les être selles lourd quand même, western, hein? oui, ils sont très lourdes. D'ailleurs, je peux te faire peser. Oh, là, OK, puis là, il faut que tu envoies ça là-dessus. Oui, il faut le déposer et non le gager. lancer, c'est ça. Donc, c'est vraiment pas si facile que ça. C'est d'une job de force. Ouais, hein? Oui. Alors, on va porter l'étrier du côté droit sur la corde. OK. Parce que quand on va aller déposer la selle, on veut éviter qu'il aille cogner de l'autre côté pour pas faire un saut au cheval, pour pas le blesser, lui faire peur. OK. Et on soulève et on dépose sur le dos. Oui, bien c'est ça. C'est à force de le faire qu'on prend de la force physique puis qu'on essaie de le faire sans trop le pitcher. C'est un petit peu le même principe aussi. On essaie de garder notre selle droite, bien évidemment. Et on essaie de faire sortir la même distance de chaque côté de la selle, le gros tapis qui sort. Pour être sûr, justement, que ça ne frotte pas là, sur lui directement. C'est en plein ça, que ça n'allait pas causer des plaies ni en avant ni en arrière. Autre chose importante à vérifier, on essaie que le gosier, qui est la partie proéminente de la selle ici, n'ait pas touché au garrot, qui est la partie la plus proéminente du dos. OK. Parce qu'à ce moment-là, ça peut causer des plaies de garrot ou des bursites à la force de la friction. OK. Donc, ça peut causer quand même des dommages assez importants. OK. Ensuite, on va y aller avec la sangle, qui est le seul item qu'on commence à placer à droite du cheval. Ah, OK. Comme vous avez pu le constater depuis tantôt, toujours à gauche. OK. C'est la seule chose qu'on va commencer à droite. OK. Donc, on peut traverser. C'est bien ça. OK. C'est beau. On a ici notre contre-sandelon qu'on appelle. Attention, mon homme. Oui. OK. Notre contre-sandelon. Comment la sangle, dans quel sens, dans le fond, la sangle va aller? C'est que la partie où il y a un petit, un petit endroit pour... Petit rabat, là. Oui, c'est ça. quelque chose. Ça va être le surplus de notre contre-sandelon qui va aller à l'intérieur pour éviter que ça traîne, que ça ballotte sur le cheval au travers. OK. Comment on ajuste une sangle? Ça, c'est pas évident. Est-ce que c'est selon la grosseur du cheval? Oui, selon la grosseur du cheval. Et en plus, il faut vérifier que la sangle soit droite. Parce que si la sangle est plus haute de ce côté-ci, elle va être plus basse de ce côté-là, la selle, elle va avoir tendance à tourner du côté où c'est plus haut. Alors, comment on fait pour vérifier ça? On se baisse et on vérifie que les anneaux du milieu se retrouvent au milieu du poitrail ici, comme ça.
En ce moment, ils sont plus de mon côté. Mais quand je vais aller serrer la sangle de l'autre côté, Ça va revenir un ça peu? va revenir de l'autre côté OK. naturellement. OK. Fait que dans le fond, il faut toujours que tu te laisses une petite marge là, quand tu C'est vas en serrer. plein ça. OK. Donc, à ce moment-là, tu serais bien ajusté pour lui. OK. On peut retraverser de l'autre côté. Toujours devant le sang? Toujours devant, c'est l'idéal. Si on n'a pas le choix de passer derrière, on peut soit passer très, très, très loin pour éviter de se faire donner un coup, ou passer très proche, genre collé, comme ça, Pour qu'il sente qu'il y a quelqu'un. là. pour qu'il sente qu'il y a quelqu'un. Et en même temps, si je suis placée très près de mon cheval, comme ça, puis qu'il veut me donner un coup, il va prendre son élan, mais moi, tout ce que je vais recevoir, c'est sa pointe de jarret. Tandis que Ça si sera je pas suis le ici, sabot, là. c'est en plein ça. OK. Si je suis ici, il va prendre son élan, puis je vais avoir le sabot, puis je vais revoler dans le mur, puis je vais avoir 5 jours, ça va avoir de la misère à marcher. OK. Donc, donc OK. c'est idéal, soit très proche, soit très, très loin, OK. hors de la portée du cheval. OK. Ah, ben c'est bien. Ensuite, on revient de ce côté-ci. On va aller tout défaire notre sanglon et aller chercher notre sangle en dessous de notre cheval. On va la remonter. Et là, c'est le petit bout un petit peu plus Qui est touché. ça qui a Il faut peut-être attacher. moins, là? Oui, c'est ça. Ben, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'il y a comme une méthode devant-derrière, devant-derrière. Ouais. Alors, on rentre à l'intérieur de l'anneau de la sangle pour commencer. On remonte vers le Et haut. là, on serre. Voilà. Pour déceler, ben, c'est le même principe, mais on fait tout à l'envers. À l'envers. Bon. Donc, on défait ça avant, on enlève la selle, on enlève les tapis. Et on... Voilà. On ramène porte ça le à la temps. maison. Bon, mais c'est bien. Ben merci beaucoup. Mais ça me fait plaisir. Merci d'avoir été des nôtres pour cette émission spéciale sur les chevaux. Vraiment, merci aux producteurs qui nous ont accueillis sur leur ferme. Puis pour cette émission-là, vraiment, on a couru une traite. Ah, mais... Bonjour, ici Denis Lisotte de Rivière-Ouelle. J'ai d'excellents produits fumés. Nous fabriquons du saumon fumé, ainsi que de la truite fumée, des filets mignons de porc fumés, de l'anguille fumée, l'esturgeon fumé et du bon bacon fumé à l'érable. Tous ces produits-là sont traités au sirop d'érable et fumés à l'érable. C'est un délice. Je vous inviterai à venir en grand nombre près du camping à la Rivière-Ouelle et venir déguster nos excellents produits. Saviez-vous que l'utilisation du GPS en agriculture permet d'appliquer les fertilisants, la chaux et les pesticides par zone de champ de manière très précise selon les besoins de la plante en limitant au maximum les pertes dans l'environnement? La Fédération de l'UPA de la Côte-du-Sud est fière d'avoir été partenaire dans la réalisation de cette émission. Pour nous rejoindre, le 418-856-3044.